Bonjour les premiers accueils. Donc on se retrouve aujourd'hui vendredi 15 mai pour la correction de la partie 3 du chapitre sur la formation professionnelle. Donc la partie 3 concerne le financement de la formation professionnelle continue. Donc le document 3 vous présentait donc les OPCA, donc organismes paritaires collecteurs agréés. Donc qui sont des organismes de formation, des organismes qui sont chargés de collecter les fonds de la formation professionnelle et de financer la formation des salariés. Donc chaque employeur de droit privé soumis à une obligation de financement de la formation professionnelle continue. Cette obligation elle est calculée en fonction de la taille de l'entreprise et du montant de la masse salariale. Donc si votre entreprise a moins de 10 salariés, ça représente 0,55% de la masse salariale et 1% pour les entreprises de plus de 11 salariés. Donc les fonds sont collectés par l'OPCA. Une fois qu'ils sont collectés, l'OPCA conseille les employeurs et les salariés et permettent ainsi le financement des formations qui sont jugées nécessaires à l'accomplissement des missions des entreprises et au maintien ou à l'évolution des compétences des salariés. Donc là, on l'avait observé la dernière fois sur la petite vidéo que je vous avais transmise, c'est la répartition du financement. Donc pour la majorité, enfin une grande partie, en numéro 1, c'est les entreprises, 2, l'État, et ensuite, c'est encore l'État, c'est d'autres administrations publiques, donc les collectivités territoriales, par exemple les départements. Ici, on a les régions, les autres administrations publiques et une partie des ménages. Donc, je vous expliquais que parfois, un salarié, éventuellement, qui souhaite se former, parfois, il va se former en utilisant ses fonds, c'est-à-dire qu'il va se payer lui-même sa formation. C'est pour ça qu'on a une petite contribution des ménages. Alors, quel est le rôle de l'organisme paritaire collecteur agréé? Donc, le rôle de l'OPCA, c'est de conseiller les entreprises et les salariés en matière de formation et participer au financement de ces formations. Voilà, il y avait deux réponses dans la question. Le pourcentage de la masse salariale de l'entreprise, hein, reprenez la situation qui est en page 1, là effectivement, vu que notre entreprise compte plus de 10 salariés, donc notre employeur devra reverser 1%, l'équivalent de 1% de sa masse salariale. Indiquer dans l'ordre décroissant de leur investissement les acteurs qui financent la formation professionnelle. Alors, comme on l'a vu, il y a d'abord les entreprises, l'État, les régions, les autres collectivités territoriales, les autres administrations publiques et les ménages. En réalité, si j'ajoute l'État, les régions, les collectivités territoriales et les autres administrations, tout ça finalement c'est l'État au sens large, c'est-à-dire c'est le domaine public qui est financé par les impôts. Donc au final, elles représentent une part, toutes ces collectivités, toutes ces administrations représentent une part plus importante que l'entreprise. Et donc les ménages qui ont une part vraiment basse par rapport aux entreprises et à l'État. Alors, ensuite, vous aviez donc le document 5, 15 milliards d'euros pour la formation sur 5 ans. La ministre du Travail, donc qui est l'actuelle ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a confirmé mercredi un investissement de 15 milliards d'euros sur 5 ans pour renforcer les dispositifs de formation professionnelle. C'est très important parce que c'est pour armer les entreprises, armer les salariés et les jeunes par rapport aux défis de demain, qui sont notamment de grandes révolutions technologiques, plus une transition énergétique. Donc c'est issu du magazine Capital et ça date du 14 juin 2017. Donc effectivement, souligner le montant du plan, donc 15 milliards d'euros sur 5 ans, donc c'est-à-dire environ 3 millions par an. Préciser qui seront les bénéficiaires de ce plan, d'une part les entreprises, les salariés et les jeunes. Voilà. Donc l'idée étant, on l'avait vu, hein, pourquoi est-ce qu'on forme les salariés? Eh ben on les forme quand il y a des évolutions technologiques, et ben du coup on les forme pour être performants et connaître les nouveaux outils. Réactiver des connaissances. Parfois, ce que j'ai appris il y a 15 ans en sortant de l'école, bah, parfois je l'oublie, donc il est nécessaire de réactiver les connaissances. Voilà. Donc c'est s'adapter en fait. L'idée c'est toujours de mieux s'adapter aux évolutions et d'être meilleur, plus performant dans son travail. Il y a aussi, ça concerne aussi les salariés qui changent de métier, qui sont
en reconversion, qui décident d'épouser un nouveau métier, hein, de se tourner vers des métiers complètement différents. C'est aussi la formation des jeunes, donc tous les contrats de professionnalisation des élèves qui à la fois sont en établissement scolaire type CFA pour pouvoir se former à l'école, acquérir des connaissances théoriques, et à côté, une partie de la formation est faite en entreprise, là où ils se professionnalisent réellement. Donc la formation concerne ces différents volets. Alors, ça c'est la synthèse que nous travaillerons. Après, je vous demanderai un petit peu de réaliser de votre manière. On fera ça, pas la semaine prochaine, étant donné qu'on ne se voit pas la semaine prochaine, mais sur la semaine suivante. Autre travail, je vous avais demandé, c'était de réaliser l'analyse documentaire. Donc, il faut toujours garder en tête que l'examen final d'éco-droit, l'épreuve d'éco-droit, consiste en une épreuve d'une durée de 2 heures et demie, au cours de laquelle vous analysez des documents, vous expliquez des expressions qui sont dans le texte souvent soulignées qu'on vous demande d'expliquer, et ensuite vous faites une rédaction, vous dissertez. Alors c'est structuré, on vous donne beaucoup d'éléments. Voilà, donc il ne faut pas perdre de vue ce côté analyse qui est important. Analyse et rédaction, c'est très très peu de cours. Finalement, il y a très peu d'éléments de cours. Donc il faut vraiment travailler la méthodologie et la réflexion autour de l'analyse documentaire. Formation continue, donc je vais le lire. Comment convaincre son employeur de financer? L'objectif du salarié est d'établir la preuve que son projet bénéficiera aussi à l'entreprise. Si décrocher un diplôme en formation continue n'est déjà pas une mince affaire, un grain de sable peut se glisser dans le processus. L'employeur peut ne pas en tenir compte. Pour éviter un beau gâchis, la bonne stratégie est d'inclure le plus en amont possible dirigeants et managers. Première question à se poser avant d'entamer toute démarche. Ce cursus peut-il coïncider avec les objectifs de l'entreprise? Et il vaut mieux que la réponse soit positive. Pour cela, le salarié doit développer un argumentaire convaincant. Pour y arriver, il peut se faire aider. Le législateur a mis en place en 2014 le Conseil en évolution professionnelle. C'est un service qui est réalisé par 5 structures, dont les fonds GESIF, l'APEC, Pôle emploi. Avec un spécialiste, il définit ses arguments, son plan de formation, mesure les financements possibles. Il est toujours intéressant de faire valider ce type de stratégie par un tiers. Le candidat peut aussi réaliser un bilan de compétences. Mais surtout, il doit se tenir informé de la stratégie de la société en discutant avec ses collègues ou les représentants du personnel. Car, in fine, le but est de convaincre son manager que la formation choisie aura des bénéfices clairs et nets, matériels ou non, pour l'entreprise. Vient ensuite l'étape de la demande. Ce rapport gagnant-gagnant doit être mis en avant. Puisque vu les gains que l'employeur peut escompter, c'est-à-dire escompter, espérer, l'effort de l'entreprise n'est pas très élevé. Rappelle Jean-Luc Durnez, directeur du site Financer ma formation. On peut aussi utiliser son entretien professionnel. L'employeur a l'obligation, depuis la loi du 5 mars 2014, de conduire ce rendez-vous tous les 2 ans. Rappelle Joël Ruiz, directeur général d'AGFOS PME, l'un des principaux financeurs de la formation en France. Reste l'aspect financier. Le meilleur dispositif est de mixer les sources de financement, en commençant par celle de la société, commande Jean-Pierre Willem, consultant pour l'organisme de formation Demos. Il est impératif que salariés et patrons trouvent un intérêt partagé. Les ressources financières du compte personnel de formation, CPF, et celles du plan de formation de l'entreprise peuvent s'additionner. L'employeur peut aussi proposer de financer le cursus, tandis que le salarié met dans la balance des fonds propres, des congés, des RTT ou des week-ends. Ce type de cofinancement est grandement facilité par les établissements d'enseignement supérieur qui proposent des cours du soir ou en fin de semaine. Le montage financier peut alors comprendre les sommes du CPF, un abondement de l'organisme paritaire collecteur agréé, une période de professionnalisation et du hors-temps de travail. Beaucoup de dirigeants ont bien compris les avantages pour leur société et jouent le jeu. Gwenole Guillaumard,
Le Monde.fr, 28 mai 2017. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est un article qui nécessite d'être lu et relu, hein, pour bien saisir. L'idée générale, c'est de dire qu'effectivement, le salarié doit prouver que quand il demande une formation à son employeur, que pour l'employeur, c'est un élément important. Par exemple, si je demande une formation en anglais, il va falloir que je prouve que ça va apporter un plus à mon employeur dans le cadre de mon emploi. Parce que l'employeur, si vous êtes, je sais pas, si vous gérez l'accueil d'un camping, ça peut se concevoir. Mais par contre, dans d'autres métiers, parfois, le fait de parler anglais ne sera pas un plus pour l'employeur et dans ce cas-là, il aura tendance à vous le refuser. Donc, il faut justement apporter la preuve de l'intérêt pour l'entreprise. Donc, on vous parle d'un service qui s'appelle le conseil en évolution professionnelle qui permet de nous aider à choisir nos arguments, le bon plan de formation, de voir les financements possibles. Le bilan de compétences, donc on l'a vu, c'est ce qui permet aux salariés de déterminer quelles sont ses compétences. Par exemple, c'est dans le cadre d'une reconversion, souvent c'est utilisé. Les employés, justement, les salariés vont se tourner vers des bilans de compétences pour faire le point et voir qu'est-ce qui correspond à leur savoir-faire et à leur caractère. Alors, par rapport aux questions, on vous demandait d'expliquer ce qui était souligné. Alors, répondez aussi aux questions suivantes. Pourquoi le salarié doit argumenter sur bien fondé de la formation souhaitée? Qui peut financer la formation d'un salarié? Et de répondre à la question suivante. Quel est l'intérêt pour un employeur d'encourager la formation d'un salarié? Donc, tous les éléments de réponse sont dans le texte. Donc là, on est vraiment sur un travail de réflexion assez poussé. Le jour de l'examen, ce qui vous est demandé, c'est plutôt d'analyser, de relever les idées forces. Vous voyez? Voilà. Mais donc prenez le temps parce que tout le monde ne m'a pas rendu son travail. Donc j'attends d'avoir un petit peu plus de retours. Pour l'instant, j'ai 3-4 élèves de la classe qui m'ont rendu leur travail. Donc j'attends d'avoir un petit peu plus de documents. Donc je compte sur vous et on le reprendra du coup, pas la semaine prochaine, mais la suivante. Voilà. Je vous remercie. Bon travail à tous.